À la une ce soir, la mobilisation des fonctionnaires. L'appel national lancé par les centrales syndicales a été timidement entendu en Guadeloupe. Ils étaient peu nombreux ce matin au point de rassemblement fixé par les syndicats locaux pour contester les mesures prises par le gouvernement. Et les habitants de la section haute-plaine de Capesterre-Belle-Eau sont encore privés d'eau, parfois depuis 1 an. Une situation surréaliste. Les quelques bouteilles d'eau distribuées par la municipalité ce week-end est loin en tout cas d'avoir soulagé leur malheur. Et la commune d'Anse-Bertrand a inauguré un observatoire ornithologique. Cet équipement ouvert à tous permettra aux écoliers de venir observer les oiseaux, des espèces endémiques à celles qui migrent sous nos latitudes grâce au programme de découverte proposé par le Parc national. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Gel de la valeur du point d'indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. Pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats étaient unis aujourd'hui pour appeler à une forte mobilisation. Si celle-ci a été largement suivie dans l'Hexagone, la force des voix locales n'a pas eu l'effet attendu ce matin à la salle Rémy-Nassouta à Pointe-à-Pitre. Reportage Karen Zama. Le gouvernement du président Macron accumule les mesures négatives pour le personnel de la fonction publique. Non-remplacement de départ, gel de la valeur des points d'indice, autant d'inquiétudes pour les syndicats. Ce qui nous inquiète, c'est tout simplement la suppression des 120 000 postes. C'est le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, vous vous retrouvez justement en situation d'être puni une deuxième fois, avec justement un jour de carence. Et puis ce qui nous inquiète surtout, c'est que pendant 3 ans, nous avons négocié justement le PPCA, le parcours et tout simplement le suivi de carrière des fonctionnaires. Et ce gouvernement décide tout simplement de geler l'ensemble des accords qui ont été difficilement trouvés. Et ça, c'est inacceptable. De multiples réformes qui ont poussé l'ensemble des organisations syndicales locales à se rassembler. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est signifier à la population les difficultés que nous rencontrons. C'est signifier justement aux fonctionnaires ce qu'il risque de se passer pour eux. Et puis c'est tout simplement mettre en place un rapport de force qui par la suite nous permettra d'obtenir satisfaction. Largement relayé par l'ensemble des syndicats, le rassemblement de ce matin devrait être le début d'un bras de fer acharné. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne respecte pas ses fonctionnaires. En réalité, ce gouvernement, tout simplement, il veut moins d'État et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cela. La mobilisation du jour ne sera pas reconduite, mais les syndicats promettent de rester vigilants. Et en Guyane, près de 600 lycéens étaient dans les rues de Cayenne ce matin. Ils protestent contre leurs conditions de scolarisation, mais aussi le climat d'insécurité qui règne aux abords des établissements. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La grogne des lycéens monte d'un cran. Faute de réponse des instances administratives, c'est le chemin de la rue pour manifester que choisissent les lycéens de l'île de Cayenne. Dans les rangs, les lycées Melchior Garé, Léon Gontran-Damas, Félix Eboué, rejoints par les élèves de Mac-Joséphine. Le groupe composé d'un peu plus de 300 élèves interrompt brièvement la circulation, mais la vie générale semble de leur côté. Ah oui, ils ont raison, entièrement raison, je suis entièrement d'accord. Dans la ligne de mire des étudiants, les portes du rectorat. Arrivés devant en masse et rejoints par quelques retardataires, c'est au total près de 500 lycéens qui occupent le parking. Ça montre que c'est pas juste le caprice d'un groupe d'élèves, le fait qu'on soit vraiment tous unis, on est vraiment une force. C'est vraiment l'académie qui se plaint et pas juste un lycée. Après quelques prises de parole, plusieurs représentants par lycée sont désignés. S'ensuit une lecture du cahier des revendications. Jeunes lycéens et étudiants de Guyane, voulons prendre en main notre avenir. Ne disons pas seulement nous avons des problèmes dans notre lycée, nous voulons que ce soit résolu. Non, nous avons des idées, mais pour l'académie. Comme par exemple un plan de construction d'établissements provisoires, en attendant justement la construction de nouveaux lycées polyvalents avec des filières adaptées. Ça permettrait de scolariser ceux qui ne sont pas scolarisés et surtout de vider un petit peu les classes surchargées. 1 heure après leur arrivée, une délégation composée des représentants lycéens sont finalement reçus au rectorat. Mais la démarche est loin de faire l'unanimité car le recteur est absent. On a déjà dit tout ce qu'on avait à dire. Nous, avec le recteur, la CTG se déplace dans notre lycée, qu'il soit dans une salle non climatisée, avec des sièges non confortables, pour qu'il puisse voir qu'à Léon Gontran-Damas, on commence à prendre les choses au sérieux parce que là, on commence à en avoir marre. Des membres de la CTG se sont eux aussi joints à la réunion tant bien que mal.
Il est midi quand les étudiants quittent la réunion avec des réponses loin d'être satisfaisantes. On nous a rappelé l'importance de l'éducation pendant toute la réunion et pour nous dire qu'on aura une éducation au rabais parce qu'on n'a pas de foncier, non. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Ce serait complètement bête de penser qu'on pourrait avoir tout de suite, mais nous voulons quand même pouvoir nous projeter justement dans l'avenir avec ces changements. Même si ce n'est pas forcément nous qui en profiterons, mais pour la génération dont nous sommes les aînés. Parmi les points de revendication des élèves, une rencontre avec le recteur a été obtenue. Elle devrait se tenir en début de semaine prochaine. Et leur histoire est à peine croyable. Dans la section de Haute-Plaine à Capesterre-Belle-Eau, certains habitants n'ont pas d'eau chez eux depuis 1 an. La cause, la panne d'un suppresseur qui ne peut plus alimenter le quartier. Mais ils ne sont pas les seuls à vivre ce calvaire dans cette même ville. Reportage Yvan Lemar. À la section Haute-Plaine, l'eau est devenue une denrée rare depuis plusieurs mois et le passage de Maria n'a rien arrangé. Le robinet est complètement sec. Parfois, il y a peut-être avant Maria, on envoyait le soir, disons vers 3h, 4h du matin. Et à 5h, il n'y en avait plus. Alors il fallait se réveiller pour soit faire une machine, nettoyer les WC, faire ce qu'on a à faire la vaisselle et tout le soir. Mais depuis après Maria, on n'a rien. Le robinet est sec. Comme il faut que j'aille faire mes lessives dans une laverie, je profite, je prends de l'eau. Dans le cimetière de Saint-Sauveur, il y a un robinet, je vais prendre. Lorsqu'il pleut, on met des trucs dehors pour qu'on puisse ramasser de l'eau. Il y a parfois le robinet coule. Si ça coule ce matin, à 4h du matin, vers 5h, c'est déjà fini. Pour s'en sortir au quotidien, on s'organise comme on peut. Nous, on est obligés de partir à la source, récupérer des bidons, remplir des bidons, tout ça. Donc voilà, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de plusieurs années. Et nous, on a une section plus bas ils ont de l'eau. Et pourtant, on est branchés sur le même réseau. À 4h du matin, et l'eau ne coule pas très fort, il faut arrêter la machine. Et après, pour le lendemain, à 4h du matin encore, on va commencer. Mais on reste deux jours à l'avoir. Sans eau. Pas plus ce matin encore, je me suis réveillé avant 2h moins quart. Ça ne coulait pas encore. Et c'est mon frère qui est venu me réveiller, il était à 3h moins quart à peu près. 3h moins quart, il m'a dit, lui est arrivé. Ouais. Lorsque j'ai commencé à remplir, ça c'est sur moi. Il n'y a pas d'eau même. Et pourtant, voilà le château d'eau. Le château est tout juste à côté, à 2 pas de nous. Des casses de canalisation dues à une surpression seraient la cause du manque d'eau. Dans le cadre du plan départemental de sécurisation de l'eau, sous l'autorité de la communauté du Grand Sud Caraïbe, des travaux sont programmés. Dans quelques jours, les travaux de renouvellement de près de 400 mètres de tuyaux seront remplacés par l'entreprise qui a soumissionné le conseil départemental. Ces 400 mètres seront là pour remplacer ces réseaux défectueux et qui aujourd'hui, avec des stabilisateurs nouveaux, pourront non seulement garder l'eau, mais aussi réguler à travers ces stabilisateurs à la population la distribution nécessaire. Le secteur qu'on appelle un peu de la plaine, le secteur le plus plat, aujourd'hui connaît cette défection et c'est pour cela que nous allons ensemble avec le département accompagner ces travaux. La population bien sûr aura une gêne le temps de ces travaux, mais en même temps aura une autre qualité de son service de distribution d'eau. Les travaux sont prévus d'ici 15 jours. En attendant, une pétition a été mise en place par les habitants pour défendre leurs droits. Et depuis 4 ans maintenant a lieu en Guadeloupe le Festival international du film des droits de l'homme. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi au Memorial Act. Au programme, la projection de 37 films et des invités de marque dont la politologue Françoise Vergès. Elisabeth Gustave, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes l'organisatrice et la responsable de ce festival qui a lieu chaque année depuis 4 ans en Guadeloupe. On regarde ce qui se passe dans le monde parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer cette question internationale. Lorsqu'on voit justement la persécution de certains peuples en Birmanie, sur le regard impuissant de la communauté internationale, vous qui promouvez les droits de l'homme, n'est-ce pas désespérant d'assister à ça? C'est forcément désespérant, mais je suppose que c'est pour ça qu'on est utile, parce qu'on a besoin de penser à ce qui se passe en Birmanie et de se dire que c'est quand même parce qu'on pense aux religieux
et qu'en même temps, on est en train d'essayer d'éduquer des élèves, et, puisque je suis professeur moi-même. Et donc, c'est important de leur faire voir le côté un peu surréaliste de ce qui se passe et de penser à ce que c'est que les droits de l'homme. Et nous, on essaie d'utiliser la force de l'image pour faire réaliser qu'on vit dans un monde peut-être surréaliste, mais en même temps qu'on peut aspirer à mieux. Voilà. Depuis 4 ans, justement, la Guadeloupe prend part aussi à son combat, à sa manière, vous l'avez dit, à travers le cinéma. D'un continent à l'autre, les problématiques sont différentes. On a vu récemment les femmes en Arabie Saoudite qui peuvent désormais conduire, ce qui n'était pas possible avant. Quels sont les thèmes sur lesquels vous souhaitez sensibiliser les Guadeloupéens? Alors, en fait, quand on fait ce festival, les 2 premières années, on a choisi des thèmes et ensuite des films. Et dorénavant, on choisit les films, des films liés aux droits de l'homme, mais des films d'abord, et ensuite les grandes thématiques apparaissent selon les meilleurs films qu'on a choisis. Donc il se trouve que cette année, la femme est apparue comme le thème porteur. Donc on doit avoir 5 ou 6 films sur les droits de femmes. Donc on sait pertinemment que les droits de femmes sont bafoués un peu partout, mais que la femme a quand même travaillé elle-même à réussir à devenir un peu l'égale de l'homme de plus en plus chaque jour. Donc il était important pour nous de continuer à montrer ce qui se passe un peu partout. On a une conférence extraordinaire, parce que vous l'avez dit, on a Françoise Vergès qui est là, qui est politologue réunionnaise, qui va présenter aussi un ouvrage sur les femmes, Le ventre des femmes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr, elle a fait la promotion récemment. Donc voilà. Alors, elle sera là, elle va présenter cet ouvrage magnifique sur c'est un scandale qu'il y a eu à La Réunion. Je suppose que vous en avez entendu parler. En fait, je le répète pour les Guadeloupéens qui n'auraient pas entendu. En fait, alors que la France était encore en train d'interdire aux femmes l'avortement, à La Réunion, les médecins français avortaient, ligaturaient les trompes de femmes qui n'étaient pas forcément au courant qu'elles étaient avortées. Elle a beaucoup posé la question du devenir de l'outre-mer, Françoise Vergès, en tant que politologue, mais d'autres thématiques seront aussi abordées. J'ai vu quelques documentaires, il y aura un truc vraiment intéressant, hein, il faut le dire, des films de qualité, notamment des problématiques liées aux droits des hommes et des femmes de disposer d'eux-mêmes au Burkina Faso. Cette année, vous avez invité... précision. Je tiens à parler du Burkina Faso parce qu'en fait, on a toute une soirée Sankara et on a 2 films. On a un film qui revient sur la vie de Thomas Sankara jusqu'à sa mort, jusqu'à son assassinat. Et on a un 2e film qui parle du Burkina Faso récemment et qui revient sur la philosophie de Sankara, la philosophie de vie, la philosophie politique. Et donc, on a le réalisateur, dont je ne pourrais pas dire le nom, mais je l'appellerai par son prénom, Parfait. Et donc, il sera présent. Et je suis très, très contente parce que je pense que Sankara, c'est un peu comme le Che cubain, donc il est important pour l'Afrique. Et c'est important que nous, en Guadeloupe, on puisse revoir toute sa façon de penser, parce qu'il était quand même progressiste. On parlait des femmes, justement, et il était féministe, en fait. Donc voilà. Le festival, c'est aussi 4 prix, dont le prix du jury lycéen. Donc, ils seront diffusés. Les lycéens, ceux de Bainbridge, en tout cas de Sainte-Anne et de Sainte-Rose, seront invités à participer à ce festival. Quelle est l'idée pour vous, l'idée éducative? C'est de leur dire que concrètement, ce qui se passe en Afghanistan, ça nous concerne aussi? Oui, c'est aussi qu'ils arrêtent un peu de regarder leur petit nombril et se dire qu'en décembre, l'eau est froide, ils ne peuvent pas rentrer dans l'eau. Et oui, qu'ils s'intéressent au monde parce que, bon, il faut aussi dire que, bon, on devient de plus en plus anachronique dans les salles de classe et pouvoir aller voir un film sur grand écran, ça permet aussi de voir les choses, de se réveiller. Et je pense vraiment que la force de l'image est plus forte que la force des mots pour eux, pour ces jeunes-là. Donc c'était important pour ça.
Je vous remercie en tout cas Elisabeth Gustave. Le festival aura lieu jusqu'au 21 octobre Voilà. dans plusieurs communes. Le programme est disponible sur Internet, notamment sur la page qui est dédiée au Festival international du film des droits de l'homme. Nous poursuivons ce journal. Restez encore avec moi. On va parler d'une question économie. Entre 2018 et 2022, ça va vous faire peut-être plaisir, 15 milliards d'euros devront être consacrés à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi. L'objectif est d'adapter les compétences aux besoins d'une économie en mutation. On regarde les précisions de Linda Kayarsi. Avec 15 milliards d'euros consacrés au volet compétences, le gouvernement entend ainsi former 1 million de jeunes décrocheurs, très éloignés de l'emploi, et 1 million de chômeurs de longue durée faiblement qualifiés. Une bonne nouvelle, quand on sait qu'en France, l'argent de la formation bénéficie principalement aux actifs, aux jeunes et seulement à 15% aux demandeurs d'emploi. France Stratégie, un organisme relevant de Matignon, souligne cependant que les besoins en compétences sont complexes à identifier du fait des mutations du travail et des politiques menées. Force est de constater que les plans massifs de formation et l'élévation du niveau de diplôme ont eu peu ou pas de prise sur le taux de chômage. Ce taux est notamment resté stable entre 2013 et 2014, alors que celui de l'emploi vacant augmentait fortement. Autre constat, la formation ne favorise le retour à l'emploi que de certains publics et entraîne une dégradation relative de l'insertion des moins diplômés. Afin d'améliorer la complémentarité entre offre et demande de travail, il est nécessaire donc pour France Stratégie d'améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines des entreprises pour favoriser l'identification des besoins en compétences grâce à des outils adaptés. Aujourd'hui, 44% des travailleurs ont un niveau de diplôme qui ne correspond pas à l'emploi occupé, 31% sont surqualifiés et 14% sont sous-qualifiés. De plus, 42% occupent un emploi qui ne correspond pas à leur spécialité de formation. Selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, la formation est l'un des leviers disponibles pour le développement des compétences. Il n'est pas le seul. L'organisme plaide pour une stratégie globale d'évaluation des compétences et propose plusieurs axes de travail. Améliorer l'articulation entre les apprentissages, réformer le système de certification et la VAE, et enfin se doter des outils nécessaires au suivi des parcours. Et puis une question maintenant qui concerne vos porte-monnaies. Les prix des produits alimentaires ont-ils, selon vous, dérapé depuis le passage des ouragans? Patrick Curie, Moïse Dexter, vous en posez la question. On écoute vos réponses. Ben oui. C'est fou. C'est cher, mais bon, on fait avec. Hein. Ouais, ça là, 50 €. Et qui garde les noirs finales avec ça. 50 € là. Cyclone passé, tout bien lâché, pas ni bon marché. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je voulais savoir pourquoi. Si par exemple les fruits et les légumes ont augmenté, ça après c'est normal parce que la rareté du produit fait que automatiquement le prix augmente. Ah ouais, peut-être pour cyclone là, tout bien dévasté. Et ça venait cher, peut-être après ça au point. C'est vrai que ça a augmenté, mais déjà, les choses étaient déjà bien chères. Ah bon, bah tout va bien cher, donc les légumes là. On n'a pas changé pour d'habitude, mais à chaque fois on a acheté un cas, ces prix-là ont augmenté parce que sitôt avec les légumes, pas tenir ça même maintenant. Le prix de gâche avant quand il a augmenté quoi. Oui, bon, ça pas belle quoi, de pareil. Les légumes ça a augmenté. Ça n'a ni dérapé, ni augmenté, ni bousculé, descendu. C'est la même chose. Hein. Moi, je trouve que c'est la même chose, ça n'a pas vraiment bougé. Mais en principe, il y a certains endroits que c'est vraiment exagéré. Peut-être les tomates, mais même là, à cette saison-là, les tomates sont chères. Donc, je ne dirais pas que les prix ont grimpé. Moi, acheté dans le libre service un petit peu agressif, et 2,50 €. Alors, tu vois, les gens attendent que des choses comme ça pour hausser, hein, comme un chiffre d'affaires. Ah ouais, tout devient cher. Pas les suivants, rien, tout devient aller. Une vie chère, des reçus, des petits gants si je vois, pour faire des repas manger. Ça fait longtemps que moi j'ai changé mes habitudes, puisque vu la conjoncture actuelle, on ne peut plus se permettre d'acheter n'importe comment sans compter, quoi. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, vous le verrez, les habitants de Saint-Martin s'organisent pour reconstruire l'île. Et puis leur envol est admiré depuis des décennies. Désormais, un observatoire s'attachera à les étudier et à partager cette passion avec les jeunes générations. En attendant les travaux de reconstruction, les habitants de Saint-Martin s'organisent pour reconstruire le territoire. Une chaîne de solidarité s'est mise en place pour remettre sur pied le pays, comme on peut le constater nos envoyés spéciaux Jean-Marc Dabreux, Michelet François.
La bâche, c'est pas étage, non. Ça, c'est juste pour protéger un petit peu. C'est la réparation d'urgence, donc ça va être des contreplaqués en bois, des bastins en bois, des bâches. Ici, c'était le salon et la cuisine. On verra, en fonction de l'argent qui nous sera versé par les assurances, comment on refera l'intérieur, mais on le refera, c'est sûr. Si on doit repeindre nous-mêmes parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire la peinture, on le fera. Hein. On entend toutes sortes de rumeurs qu'on n'aura pas le droit de construire ci ou là, etc. Moi je dis, si on trace une ligne rouge ici chez nous, il faudra faire pareil en Martinique, en Guadeloupe, à Marie-Galante, aux Saintes, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron, à Saint-Tropez et partout. Et ça va leur coûter très cher, donc on ne se laissera pas faire. Du coup, pour vous, la reconstruction, c'est pour quand ? Ça va être très long. On est dans une résidence, donc il y a un syndic de copropriété. Ça n'a pas encore été officialisé, mais les rumeurs tournent comme quoi le bâtiment serait entièrement détruit et remonté. Et oui, un chantier titanesque. Et puis en Guadeloupe, la commune d'Anse-Bertrand a inauguré ce matin un observatoire ornithologique. Il s'agit d'un lieu dédié à l'étude des oiseaux, un lieu de curiosité, mais aussi de recherche scientifique, avec la participation des équipes du Parc national qui ont mis en place un programme de découverte que devraient apprécier les plus jeunes, en tout cas qu'apprécient les plus jeunes. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter, vous comprendrez. Le merveilleux site de Ravensable abrite désormais l'Observatoire ornithologique, un projet de découverte de la faune à l'initiative du Parc national, un programme idéal pour inciter tout un chacun à la protection et à l'observation de notre environnement. C'est un excellent outil d'éducation à l'environnement, notamment sous les scolaires, les jeunes générations. C'est également un outil pour le développement touristique d'Anse-Bertrand et singulièrement du Nord-Grande-Terre. Et puis également, c'est un excellent outil sur un plan écologique, parce que lorsque nous faisons la protection des oiseaux, pour qu'ils puissent retrouver une quiétude, une tranquillité, pour se reposer, pour se nourrir, je crois qu'on atteint vraiment les objectifs que nous nous sommes fixés au Parc national de la Guadeloupe. Et je ne remercierai jamais assez le maire d'Anse-Bertrand, M. Delta, pour sa collaboration à ce niveau-là. Un rêve devenu réalité pour Édouard Delta. Aujourd'hui, ce splendide paysage de Ravensable demeure un site protégé, autorisé à la balade. Nous avons un parcours ornithologique qui permet de découvrir les oiseaux de mer, les oiseaux de terre et les oiseaux d'eau douce. Et ce qui fait un beau parcours, surtout pour les passionnés, qui a des planches avec des photos qui donnent le nom des oiseaux, qui donnent leur habitat, qui donnent aussi le nom en pays, mais le nom latin, le nom français. Et comme vous le constatez, les scolaires qui sont présents aujourd'hui sont enchantés de découvrir leur patrimoine, leur environnement. Et nous espérons que d'autres scolaires des environs prendront l'habitude de venir ici découvrir ce patrimoine qui constitue des oiseaux de Ravensable. Le président du Parc national de Guadeloupe a lancé un appel aux 15 communes signataires de la charte du parc, mais aussi aux autres communes, afin qu'elles s'inscrivent dans une démarche écologique, dans une démarche de valorisation de notre biodiversité. Et démocratiser la musique classique dans les quartiers populaires, c'est l'objectif du programme démo adopté aujourd'hui par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Le projet a été présenté à l'ensemble de la presse. Grâce à ce dispositif, les enfants issus des quartiers relevant de la politique de la ville, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre et les zones rurales de Bemao pourront bénéficier d'une formation gratuite à un instrument de musique. On écoute les précisions de Francesca Faithfull, présidente de la délégation culture, qui nous en dit plus face à la caméra de Karen Diama. Demos, c'est un orchestre symphonique pour enfants de 7 à 12 ans et Cap Excellence va mettre en place le 30e orchestre symphonique
de la Philharmonie de Paris. Alors nous avons justement aujourd'hui lancé le dispositif avec cette conférence de presse. Ce projet s'adresse à des enfants issus des classes sociales défavorisées, mais issus aussi des enfants qui sont en zone rurale profonde, j'ai envie de dire, là où la culture a du mal à aller en termes d'infrastructures. Donc ces enfants, au nombre de 105, vont constituer le 30e orchestre symphonique de Cap Excellence de Demos. Alors, les enfants ont commencé à travailler avec les équipes parce que nous avons quand même recruté une vingtaine de professeurs de haut niveau parce que ce sont des personnes titulaires du CAPES, du Master 2, diplôme d'État. Et ils ont commencé la semaine dernière. Cette semaine, ils ont commencé et ils auront accès aux instruments au mois de novembre. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destréland de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 10 octobre. À la une ce soir, nous l'avons vu, la faible mobilisation des fonctionnaires en Guadeloupe. L'appel national lancé par les centrales syndicales a été timidement entendu chez nous pour contester les mesures prises par le gouvernement. Et les habitants de la section Haute-Plaine de Capesterre-Belle-Eau sont encore privés d'eau. Certains depuis 1 an, une situation surréaliste. Les quelques bouteilles d'eau distribuées par la municipalité ce week-end sont loin d'avoir soulagé leur malheur. Et puis à la commune d'Anse-Bertrand a été inauguré aujourd'hui un observatoire ornithologique. Il s'agit de permettre aux écoliers et à tous, au large public, de venir observer les oiseaux, des espèces endémiques à celles qui migrent sous nos latitudes, grâce au programme de découverte proposé par le Parc national. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.